Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On n'est pas lundi, on est toujours mardi, ça devient une habitude, mais au final, c'est pas si mal. Peut-être que ça sera l'horaire d'été. On va voir, on va voir. Bonsoir à tous, donc ravi de vous retrouver pour l'épisode 18, si j'ai bien compté. Normalement, j'ai bien compté, je suis pas sûr, mais je compte sur vous pour me corriger si je me trompe. De Lucarne américaine, le rendez-vous traditionnel ou pas, parce qu'il y a eu des interruptions du lundi, donc je disais, mais en ce moment plus le mardi, pendant lequel on va faire un petit peu, justement, comme son nom l'indique, le tour des Amériques. On est en direct à 22 heures. Je vais saluer ceux qui sont présents dans le chat, ma foi, Nostromo, Ibra, hello, ou devrais-je dire salam, salam si tu veux. Jeremf, Isanoé, Nir, qui sont là. Petit thé à la menthe à la main en écoutant. C'est pas très argentin ça, monsieur Ibra. Bon, c'est vrai que c'est ton côté, c'est ta face marocaine, on va dire, du coup. Mais bon, je suis en deuil, Boré blessé pour un mois, c'est terrible, terrible. Terrible, mais il sera là pour jouer Flamengo. Rassure-toi, Nir, ça ira, ça ira. Il sera là pour éliminer Flamengo. Bref, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est dans l'un des sujets, forcément, de l'émission. Une émission un peu particulière, hein. Ce soir, il y aura pas vraiment il y a pas de dossier. On va pointer plusieurs news, on va parler de plusieurs choses qui se sont passées ce week-end, qui se sont passées la semaine dernière. En gros, concrètement, hein, comme je l'ai un petit peu indiqué sur les réseaux, on va parler de ce qui s'est passé en Conca Champions assez vite parce que c'est un petit peu comme le PSG, il n'y a pas eu de match. On va parler de Platense, on va parler d'Argentine, de ce qui s'est passé du côté de cette finale entre Platense et Huracan, finale de l'Apertura argentin. On va parler aussi un petit peu de Libertadores et de Sudamericana parce qu'on avait le tirage des huitièmes de finale et des barrages de la Sudamericana et des huitièmes qui vont s'en suivre. Tirage qui a eu lieu hier. Et ensuite, on parlera évidemment ou pas, enfin évidemment, je sais pas pourquoi je dis évidemment, mais on parlera en tout cas de l'annonce qui a été faite la semaine dernière par le couple de Miami, Luis Suarez et Léo Messi, ce fameux Deportivo LSM. Il en avait été question un petit peu dans un live, dans le live MLS. J'avais dit que j'en parlerai ce soir. Donc on va parler un petit peu plus en détail de cette histoire-là et vous allez voir qu'il y a quand même des points assez intéressants dans la création. Vous verrez que ça n'est pas forcément vraiment de ce club. Voilà. On est installé. Je salue Pedro Viseu qui est arrivé aussi pendant ce temps-là. Ronan qui arrive pile à l'instant où j'allais embrayer sur les news. Je vais pas m'embêter à lancer un jingle, il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a pas de dossier cette semaine. Donc on va y aller directement, on va attaquer. Donc le premier point va nous emmener donc du côté de la Conca Champions, la Ligue des champions de la CONCACAF, qui s'est terminée eh bien, tout simplement un petit peu comme la Ligue des champions européenne. Bienvenue à Inda Rules et merci beaucoup à toi pour le Prime. Merci d'entrer, le follow et le Prime derrière. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Ça fait plaisir. Je vous invite d'ailleurs à faire comme Inda Rules si vous êtes là ou si vous écoutez sur les replays, à nous suivre sur Twitch et à sub quand vous le pouvez. Merci aussi à Roméo qui en est à son 3e mois d'abonnement. Voilà, très bien. Merci messieurs. Merci à vous, vraiment. Vraiment. Je salue aussi Tupiche. On va lancer la Coca Champions, mais voilà, je laisse passer ces annonces-là et je en profite aussi pour remercier parce que c'est important, c'est essentiel même. Donc, merci à vous. Je le disais, donc, Conca Champions, la finale, Cruz Azul face aux Whitecaps. Non, il n'y a pas le son, Roméo. Sur les lucarnes américaines, il n'y a pas le son. Je suis désolé, il n'y a pas le son. C'est vrai, il est désactivé parce que sinon c'est compliqué pour les gens qui écoutent en replay, en podcast, puisque l'émission, je la mets ensuite en podcast. Et du coup, c'est assez compliqué. Enfin, voilà, ça fait un son bizarre. Je pourrais, remarque, le laisser, couper, me taire et recouper cela. Ouais, remarque, je pourrais peut-être faire ça. Je le ferai. Mais en tout cas, merci beaucoup, Roméo. Donc, Conca Champions, Hakimi Ballon d'Or, j'adore ce joueur. Oui, je suis pas, c'est pas faux, mais je suis pas loin d'être d'accord avec toi, Isanoé. Mais bon, après, c'est le Ballon d'Or, hein. Bref, on y va. En fait, le bouton, il est cassé. Non, non, le bouton, il est pas cassé. Pas du tout. Merci, Jérém, pour le Prime aussi. Merci à toi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup, il n'y a pas le son. Voilà, je suis désolé.
Attendez, je peux. Le boucan, il est pas cassé. Vous savez quoi? Je vais le remettre. Je vais le remettre. Il faut juste que je bouge ça. Ça, je couperai au podcast sur les gens qui vont écouter au podcast. Je couperai ça. Alors attendez, que je le trouve. Vous allez voir, le bouton, il n'est pas cassé. Hop, et le bouton, il est là. Voilà. Prochaine fois, il y aura le son. Bref, ça me coupera, mais en fait, c'est juste ça. C'est que généralement, ça coupe et c'est assez compliqué sur le podcast. Bref, on verra bien. Donc, on y va. Allez, ça y est. Merci à vous, en tout cas, hein, les gars. Conca Champions, finale. Cruz Azul contre les Whitecaps de Vancouver. Finale un petit peu inattendue. Alors, pas forcément la présence de Cruz Azul, mais la présence des Whitecaps qui ont éliminé notamment le représentant, hein, l'un des représentants de la MLS, le représentant de la MLS, puisqu'ils sont là en tant que représentants de la MLS à la Super Coupe du Monde des clubs de Gianni, l'Inter Miami. Donc, notamment, les Whitecaps qui étaient en finale et qui jouaient donc à Mexico, parce que la finale avait lieu au CU, sur le stade des Pumas, donc à Mexico, en altitude, avec un rythme assez fou. Bref, on essaye toujours de trouver, hein, on peut essayer toujours de trouver des raisons et tout. En tout cas, voilà ce qui s'est passé. Je vous mets les buts si vous êtes sur la vidéo et si vous ne les avez pas vus. Il n'y a pas eu de match, il n'y a clairement pas eu de match. Vous voyez, ouverture du score dès la 8e minute du match et des problèmes un tout petit peu défensifs, on va dire, du côté des Whitecaps. Et ça a démarré fort et ça a fait une première mi-temps assez cataclysmique puisque vous allez le voir, il y avait 4-0 à la pause, 8e minute, il y avait l'ouverture du score. Faravelli est allé de sa frappe juste avant la demi-heure. Et puis il y aura encore 2 buts derrière, vous allez les voir. De toute façon, vous allez voir tous les buts, les 5, puisque le score final a été de 5-0 pour Cruz Azul. Victoire à la PSG, hein. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de, beaucoup de parallèles entre guillemets qui ont été faits, voilà, entre les deux finales. 4-0 à la pause, on n'est pas loin du Brésil-Allemagne, exactement. Pourquoi la finale se jouait au Mexique, me demande à quoi bon, parce que la finale se jouait sur celui qui avait comment te dire ça, le meilleur total de points sur la compétition. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, avec les matchs aller-retour et tout, sur chaque tour, tu obtenais un classement de points et un classement de points au final. Et Cruz Azul était mieux classé a fait un meilleur total de points que les Whitecaps. Donc finale à Mexico, à DF, au CU, qui est le stade des Pumas et de Cruz Azul cette année. Cruz Azul qui avait sorti notamment l'América, qui s'impose donc 5-0. C'est le 4e but juste avant la pause et le 5e juste au retour des vestiaires, histoire de plier l'affaire. Donc non, Cruz Azul n'a pas fait dans le velours, pas du tout dans le détail, et s'est imposé. C'est le 2e plus gros écart de l'histoire d'un match en finale, pas sur un aller-retour, parce qu'avant il y avait des finales en match aller-retour, mais sur un match seul, c'est le 2e plus gros écart. Si vous êtes amateur de quiz, qui arrive parfois dans les lives, je vais vous en donner, alors on verra si vous avez écouté l'émission, si ça tombe un jour. Le record est détenu par un club salvadorien, FAS, qui avait battu Young Colombia 7-1 en 79. Young Colombia, c'est un club qui représentait les Antilles néerlandaises, hein, qui se sont depuis divisées entre Curaçao, Bonaire et Aruba. Et l'autre ex-aequo avec ce 6-0, avec cet écart de 6 buts, c'est un 6-0, c'était l'América justement qui avait battu Pinar del Rio, qui était un club de Cuba qui avait enchaîné 2 finales consécutives au début des années 90, ça doit être 90, le match entre l'América et ce club cubain. Bref, tout ça pour dire que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas eu de match, un petit peu comme la finale de Ligue des Champions européenne, hein, on va pas se mentir, parce qu'une équipe a écrasé le match. On va juste au niveau du palmarès de la compétition de cette année, donc Cruz Azul champion. Andrés Sepúlveda s'est offert un doublé dans cette finale, vous avez vu ses buts, et il est le meilleur buteur et le meilleur joueur, il a été élu meilleur joueur de la compétition. Kevin Meyer, le gardien colombien, ça fera plaisir à Pierre, a été élu meilleur gardien. Le meilleur jeune de la Conca Champions cette année joue à l'Inter Miami. Non, ce n'est pas le petit Argentin qui joue devant, c'est Noah Allen qui a été donc élu meilleur élu meilleur jeune de la compétition. Du point de vue du palmarès, c'est histoire d'être un petit peu complet sur cette Conca Champions.
C'est quand même le 40e titre mexicain en 62 éditions, et c'est surtout et c'est là où c'est surtout très important, c'est le 7e titre de Cruz Azul. C'est pas anodin, alors ça parlerait beaucoup aux fans de Boca ce chiffre 7 parce que c'est aussi l'obsession de Boca en Libertadores, d'arriver à 7 qui est le record en Libertadores. 7 c'est aussi le record en Conca Champions, record qui était jusqu'ici détenu par l'América, que Cruz Azul a éliminé. Et donc Cruz Azul rejoint l'América au sommet du palmarès avec 7 titres dans cette Ligue des Champions, Conca Champions, appelez-la comme vous voulez. Euh, et passe devant même puisque Cruz Azul a joué 2 finales alors que l'América a perdu 2 finales en plus, donc 9 finales au total. L'América, quant à lui, a joué 8 finales. Là où ça fait quand même mal au cœur, c'est de savoir que Vancouver fait une belle saison en MLS et se fait ravager sur ce match-là. Oui, après, bon, c'est à 2000 mètres d'altitude, c'est sur de l'herbe et pas sur leur terrain synthétique à Vancouver. C'est sur un rythme où Cruz Azul ne jouait plus, a joué beaucoup moins de matchs dans le dernier mois. Et puis Cruz Azul est aussi une très très grosse cylindrée, très très grosse équipe. Et c'était en soi même une surprise hein, de voir les Whitecaps. Et les Whitecaps, bon, sont moins dominants même en MLS, mais voilà, le fait est que bon. On peut toujours essayer de trouver des explications, mais voilà. Piovi superstar, forcément. Jérém, forcément. Bref, je le disais donc, eh bien, grâce à cela, un petit peu comme nos amis parisiens. Grâce à cela, Cruz Azul jouera la Coupe du Monde des clubs de notre cher Gianni Infantino en 2029. Ils sont qualifiés, ils sont donc le deuxième qualifié à cette compétition, après le PSG. Ils pourraient aussi affronter le PSG à la fin de l'année, puisque je rappelle que la Coupe intercontinentale existe encore, avec son format absolument pourri. Donc Cruz Azul va attendre de savoir qui va gagner la Libertadores cette année pour jouer son match, le fameux Derby des Amériques, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. C'est l'appellation officielle, début décembre, avant de jouer contre le vainqueur de... Alors, si vous vous souvenez un petit peu du montage de la nouvelle Coupe intercontinentale, vous avez le vainqueur de la C1 africaine, qui est Pyramids cette année, qui affronte Auckland City en premier tour. Ce vainqueur-là va affronter Al Ahly, qui est le représentant asiatique. Et le vainqueur de ce Pyramids Al Ahly affrontera le vainqueur de Cruz Azul contre le vainqueur de la Libertadores, pour ensuite avoir le droit d'affronter le PSG qui arrivera donc mi-décembre pour jouer un seul match de coupe intercontinentale quand les autres en auront donc joué 3 dans la semaine. Ça, on l'avait déjà dit, on en avait déjà beaucoup parlé. On ne sait pas quand, enfin si, on sait quand, hein, le match, le derby des Amériques est prévu le 10 décembre. On ne sait juste pas je vais y arriver, où se jouera cette coupe intercontinentale. Vous vous souvenez que c'est sur un hub hein, maintenant. On va peut-être mettre une petite pièce sur l'Arabie Saoudite. En tout cas, voilà, on verra. On verra un pays du Golfe probablement, hein, parce que Gianni, il n'aime pas trop les longs déplacements. Donc, et il vit au Qatar. Donc, on verra. On verra ce que cela donnera. En tout cas, rendez-vous donc à la fin de l'année pour l'Intercontinental. Et vous savez que les Mexicains sont très friands de ces représentations mondiales, de cette coupe intercontinentale notamment. Et donc, on peut s'attendre à ce que Cruz Azul joue beaucoup là-dessus. Cruz Azul qui ne joue pas hein, la Coupe du Monde des clubs qui démarre dans quelques jours, dans une dizaine de jours, je crois même. Bref, tout ça pour dire que les deux vainqueurs 5-0 en finale, que sont Cruz Azul et le PSG, peuvent potentiellement s'affronter fin décembre, juste avant Noël, je crois à peu près. Voilà pour Cruz Azul, voilà pour à peu près l'ensemble. Il n'y avait pas grand-chose à dire hein, sur le match, il n'y a vraiment pas eu de match, donc on va pas s'éterniser non plus. On était sur la Conca Champions, eh bien on va filer tranquillement tout au sud. On va aller en Argentine parce que ce week-end on avait aussi encore une finale. Beaucoup de finales, hein, c'est normal, c'est la période dans la saison qui veut ça. On avait la finale de la Pertura argentin, finale qui était une véritable surprise puisque elle opposait, euh, elle opposait Platense à Huracan. Alors c'était un remake, je l'en avais parlé, hein, et si vous êtes des habitués, notamment des temps additionnels sur YouTube, vous avez déjà entendu parler d'une finale entre Huracan et Platense. En 1943, cette fameuse finale qui s'était jouée au nombre de corners.
J'en profite pour saluer Vince et Raph qui viennent d'arriver dans le chat. Vous avez raté Crossasoud, les gars, vous avez tout raté. Bref, donc, vous le savez, si vous êtes des habitués, que cette finale entre Platense et Huracan, c'était le remake de cette fameuse finale de la Copa Escobar de 1943 qui s'était jouée au nombre de corners. Huracan avait gagné à ce moment-là. Et bien, cette fois-ci, ça s'est pas joué au corner, ça s'est joué sur ce but-là, que je vous montre donc. Ce but de Guido Mainero, le seul but de la rencontre. J'avais misé sur un 0-0. Pour vous donner un petit peu les détails, 2 minutes vraiment avant ce but, j'ai tweeté revenez dans 1 heure pour la séance de tir au but. Comme prévu, revenez dans 1 heure, quelque chose comme ça. Et juste derrière, Mainero va nettoyer la lucarne opposée, double effet LO, et unique but surtout de Platense qui est donc champion. Et ça, c'est quand même quelque chose de particulier, c'est quelque chose qu'il faut noter parce que c'est tout simplement le premier titre de l'histoire du club. Voilà, c'est historique ce qu'il s'est passé ce week-end. Platense a décroché son premier titre de champion d'une première division, hein, parce que Platense a été champion une fois en D2, c'était en 76, et a été 2 fois champion de troisième division, c'était en 2006 et 2018. Mais donc, premier titre majeur, on va dire, pour un club que l'on surnomme le Calamar. 2-3 petites précisions quand même. On va rappeler que ce club-là est revenu dans l'élite en 2021, donc il y a 4 ans seulement, après une absence de 22 ans. Hein. Ils avaient été relégués en 1999, ils sont revenus en 2021, ils sont même descendus jusqu'à la troisième division, puisque vous l'avez entendu tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils avaient été champions de troisième division en 2018, donc ils étaient remontés en D2, en D2 Argentine il y a 7 ans, et il y a 4 ans, ils étaient remontés. C'est une équipe qui n'a jamais rien gagné, je le disais, qui a été un club qui est vieux, hein, un club qui a été fondé en 1905. Si vous voulez quelques détails, parce que c'est vrai que le club n'est pas forcément très connu, il a quand même un supporter très connu, et il a quand même... Pourquoi supporter? Parce que il a été formé dans ce club-là, et d'ailleurs il a mis un petit message, cet homme-là, c'est David Trezeguet, qui a posté ce message-là, avec une photo de lui sous le maillot de Platense. C'est le club dans lequel il a débuté avant d'arriver en France. Voilà, il jouait dans ce club-là, David Trezeguet. Pour ceux qui connaissent pas vraiment, Platense, je le disais, c'est clairement pas un grand d'Argentine, ça on l'a compris. 1905, créé par un groupe d'amis qui voulaient juste créer un club de foot, qui sont arrivés parce qu'ils ont gagné un pari hippique. Ils ont fait, en gros, ils ont gagné au PMU, hein, enfin, sauf à l'époque, hein, vous voyez ce que je veux dire, l'équivalent à l'époque. Et justement, c'est ce qui a donné le nom au club, parce que le cheval sur lequel ils avaient misé, avec lequel ils ont gagné, venait d'un haras qui s'appelle Platense. Ils ont donné donc ce nom au club. Le club a d'ailleurs d'abord joué en rouge et noir, parce que le jockey qui avait gagné cette course-là était en rouge et noir, et ils sont très très vite passés, j'ai vu passer dans le message, hein, très beau de Nir, hein, qui nous dit beau maillot de Platense, ces couleurs blanc et marron qui sont très particulières, c'est en fait les couleurs du haras Platense, et donc ils ont changé les couleurs du jockey pour rendre hommage aux couleurs du haras, et donc porter ce maillot assez unique, hein. C'est vrai que des maillots marron et blanc, il n'y en a pas beaucoup. Je vois San Paoli en Allemagne, mais à part ça, j'en vois pas beaucoup. Bref, donc ce club-là n'a jamais rien gagné, hein. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, on va aller un petit peu plus loin dans la présentation, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas forcément habitué à croiser Platense. Pourquoi le club est surnommé le Calamar? C'est parce qu'il jouait sur un terrain au début du siècle, hein, en 1900, ils sont fondés en 1905, ils jouaient sur un terrain qui était souvent inondé. Et il y a un journaliste de l'époque, Palacio Zino, qui avait écrit que cette équipe, qui était connue alors donc pour mieux jouer quand le terrain était complètement inondé et donc complètement boueux, avait utilisé comme image en disant qu'ils étaient sur ce terrain comme des calamars dans leur encre, pardon. Et donc voilà, Platense a gardé ce surnom de calamar grâce à un journaliste. La Salernitana, ouais, Metz et Grenat. Donc voilà. Donc voilà Platense, voilà pourquoi il s'appelle Platense, voilà pourquoi ils sont en marron et blanc, voilà pourquoi il s'appelle le calamar.
On est pas mal, hein, si vous voulez jouer au trivia là-dessus. Question bête, que devient Trezeguet? C'est une très bonne question. Et comme c'est une très bonne question, tu connais hein, maintenant, j'ai pas la réponse. Je sais pas ce qu'il devient, David Trezeguet. Je sais pas du tout. Je sais qu'à un moment, il était ambassadeur de je sais plus quoi. Il a été ambassadeur de la Juve, mais je sais pas ce qu'il fait du coup. Ils iront en Libertadores, oui, NIR. Le Platense ira en Libertadores. Euh, et donc, voilà. Euh, on en parlait pour se présenter à River comme président? Ok. Écoute, ouais, je n'avais pas forcément vu ça aux élections. Ok, bah voilà, j'avoue qu'il est assez discret ces derniers temps. Tout ça pour dire que, alors c'est aussi une histoire assez folle, hein, cette histoire de Platense. Il y a eu des images absolument incroyables, il y a eu des célébrations, alors pas à l'image des Champs-Élysées à Paris, mais quand même dans le quartier ici. Il faut quand même préciser quelque chose sur ce qu'a fait et pour montrer l'importance de ce qu'a fait Platense dans cette Apertura. Je le disais tout à l'heure, on les attendait pas en finale parce qu'il faut voir le parcours aussi de la phase à élimination directe. Platense a éliminé Racing au Cilindro, a éliminé River au Monumental, a éliminé San Lorenzo au Nuevo Gasómetro. Tout ça pour dire qu'ils n'ont pas joué un seul match à la maison, et même la finale, hein, la finale était à Madre de Ciudades, donc ils n'ont pas joué un seul match à domicile pendant cette campagne à élimination directe, et ils ont décroché le titre. C'est quand même assez fort, c'est leur premier titre, et puis il y a donc forcément plein d'histoires absolument dingues, notamment le duo d'entraîneurs, Fabio Orsi et Sergio Gomez. J'ai même une petite image de ce duo d'entraîneurs, parce que oui, c'est un duo d'entraîneurs qui a une histoire incroyable et qui aussi montre un petit peu ce qu'on aime un petit peu vraiment dans le foot. Pour le coup, on aime ces belles histoires, on sait qu'elles ont tendance à disparaître, ces belles aventures, ces histoires qui viennent de nulle part, qu'on raconte souvent, qu'on racontait dans les magazines ou qu'on raconte dans les cultures foot, comme si c'était un ancien temps et qui était plus possible de nos jours. Eh bien, ces deux garçons-là, ont été formés à Platense, notamment. Sergio Gomez, lui, est passé. Est-ce que c'est Sergio Gomez ou est-ce que c'est Orsi? Non, c'est Orsi qui est aussi passé par les équipes de jeunes de River. Orsi a subi une très très grave blessure et a dû mettre fin à sa carrière très très vite. Il est à gauche hein, sur l'image. Orsi, Sergio Gomez est à droite. Et en fait, c'est deux hommes qui se sont rencontrés pour être les adjoints d'un entraîneur qui s'appelait Oscar Santangelo en 2011. Et finalement, ils ont pris la place de cet entraîneur-là. C'était dans un tout petit club qui s'appelait Phoenix. Et c'est des garçons qui, en gros, comme histoire, ont juste le fait d'avoir tout le temps entraîné, quasiment tout le temps, en deuxième division jusqu'à très récemment. Ils ont entraîné une multitude de clubs en Primera B, en B. Le Deportivo Espagnol, Flandria, le Magro, San Martín de Tucumán, le Ferro. Ferro qui est l'un des plus beaux buts marqués par Trezeguet, hein, d'ailleurs, avec River. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Mais c'est des gens qui arrivent, comme on dit en Argentine, qui viennent de l'Ascenso, qui viennent des divisions inférieures. Ils ont fait des courtes piges du côté de Godoy et de l'Atlético Tucumán pour découvrir l'élite et ils sont arrivés à Platense, qui est donc leur club formateur. En 2024, un an plus tard, ils décrochent le seul titre de l'histoire du club. Je vous laisse imaginer les images que ça a donné. Voilà. Ça a donné des images folles en tribune, sur le bord du terrain, des interviews d'après-match avec Sergio Gomez qui a son bébé dans les bras, il est en train de pleurer, enfin bon, incroyable. Tout ça pour dire qu'il y a encore des histoires possibles, parce que ce qu'a fait Platense en 2025, eh bien, on le racontera dans les cultures foot de 2040 ou de 2050 même. Voilà, c'est historique, c'est beau, ça fait plaisir, ça donne une petite bouffée de fraîcheur aussi dans tout ce paysage footballistique qui est complètement généralement phagocyté par les gros. Bah, il y a encore de la place. Il y a encore de la place de temps en temps. Sur Transfermarkt, son dernier poste, c'est à la Juve en tant que représentant du club. Ouais, bah voilà, ça doit être ça. Son dernier poste officiel, c'est ça. Comme quoi, Riquelme était en avance sur son temps avec le Tridente Tetrico. Ouais, Technico, tu voulais dire. Mais ouais. Enfin, le Tridente de... Bon, bref, on va pas entrer dans les détails de Boca, mais voilà, tout ça pour dire, bah voilà, c'est une belle histoire, il en reste, il y a encore de la place pour des belles histoires avec Platense champion. Ça aurait été une jolie histoire aussi, hein, parce que Huracan avait, pour tout le monde, hein, Huracan, le champion, c'est un champion romantique, Huracan, puisque c'est le fameux Huracan de Menotti de 73. Et pour les plus jeunes, c'est le déçu romantique aussi. C'était l'un des derniers chantres du romantisme avec
Les Anges de Capa, battus, arnaqués lors du dernier match face à Vélez et qui leur avait coûté un titre qui aurait été aussi tout aussi, historique. Bref, il y a de la place pour des belles histoires, vous le voyez. Et bien pendant ce temps-là, Chiqui Tapia, lui, il a envie de nous faire d'autres belles histoires. Alors je vais pas vous parler, je pense qu'il y a quelques suiveurs du foot argentin et des réseaux sociaux argentins, je ne vais pas vous parler de l'histoire des maisons qui ont été promises à chaque but de la sélection, qui sont des maisons en bois. Donc, c'est des chalets tout pourris. Je crois que ça a été posté sur le Discord, hein, si j'ai bonne mémoire, si vous voulez le voir. Non, Chiqui Tapia, lui, il aime bien créer des compétitions et donc il nous en a créé une nouvelle, tout simplement. Une compétition qui s'appelle la Copa País. Voilà, tout simplement. C'est sa nouvelle lubie, c'est sa nouvelle compétition. Je vais vous la présenter de manière courte, hein, parce qu'elle va pas concerner les clubs de l'élite, elle va pas concerner, voilà, c'est pas une compétition de plus pour les clubs professionnels. Elle s'inspire d'une compétition qui a existé, le logo de club de la Kings League. C'est vrai que ça fait un peu ça quand même. Oui, oui, c'est officiel, ça a été présenté. Il y a même, vous pouvez voir la présentation sur YouTube. Donc, sa nouvelle lubie, c'est en gros, ça reprend l'histoire d'une compétition qui existait dans les années 30 et 40, qui s'appelait la Copa Presidente de la Nación. C'est un format qui va concerner en fait les provinces. C'est un format qui va s'occuper surtout des ligues amateurs, voilà, des ligues amateurs qui vont avoir des représentants de ligues qui vont se battre entre eux pour une sorte de coupe, voilà, de coupe fédérale. On peut le dire ainsi parce que c'est aussi un petit peu l'objectif de Tapia, hein, d'avoir quelque chose de très, d'avoir un football fédéralisé. Je sais pas si ça se dit fédéralisé, mais bon, en tout cas, maintenant, ça se dit. Il va y avoir donc plusieurs étapes. Une première étape de qualification, enfin, il va y avoir un écrémage successif, hein. Une première étape de qualification, une étape régionale qui concernera un représentant par province, sauf Buenos Aires qui en aura deux. Enfin, j'entre pas trop dans le détail. Et ensuite, une phase finale. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc ce sont des équipes de ligue, hein, c'est des équipes de province, de toutes les provinces et de toutes les ligues du pays. Donc c'est pour ça un Copa País aussi, donc c'est tout le pays qui va jouer. Ça devrait concerner environ 75 équipes, parce qu'il y a plusieurs ligues et tout. Donc hâte de voir le représentant de la Terre de Feu. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Écoute, on va voir comment ça va se jouer. En tout cas, pas trop les détails du point de vue logistique de la chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait que chaque équipe pourra inscrire 35 joueurs à une condition d'avoir 10 joueurs qui sont nés en 2008, donc en gros des U18, hein, puisque ça va démarrer là, et qu'ils peuvent, chaque équipe, inscrire 3 joueurs étrangers. Je le disais, 75 équipes seront concernées, et une promesse, et je dis promesse parce qu'avec Tapia, on ne sait jamais, le vainqueur de cette Copa País va se qualifier, pas pour la Libertadores, pas pour la Sudamericana, faut pas abuser, non, pour la Copa Argentina, tout simplement. On ne sait pas trop à quel tour, ça n'a pas été précisé, il me semble, en tout cas je ne l'ai pas vu passer. Mais voilà, nouvelle compétition qui va concerner le football inférieur, entre guillemets, en termes dans la pyramide. Ils ont annoncé, il faudra vérifier, que la compétition sera diffusée sur FIFA+. Voilà. Donc vous pourrez la voir gratuitement si ça vous chauffe. Et justement, Nir, si tu veux voir les représentants de la Terre de Feu, bah voilà. Ça sera sur FIFA+. À vérifier quand tout sera en marche et tout avancera. Toujours se méfier des annonces de Chiqui Tapia et de la Fédé argentine. La seule chose qu'on sait, c'est que cette compétition est lancée officiellement. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, parce qu'il est important quand même de faire plaisir à Chiqui, hein, de parler de ses multiples projets pour le développement du football argentin. Donc voilà. On va faire le grand écart, là, parce qu'on était tout en bas, au niveau amateur, hein, même presque, pour certains, parce que beaucoup seront amateurs dans cette histoire-là. On va faire le grand écart, vous avez bien compris où on va aller sur le continent, on va revenir un petit peu sur la Libertadores, je l'évoquais dans l'introduction. C'était le tirage au sort des huitièmes de finale de la Copa Libertadores, qui sous-entend quoi? Que la phase de groupe s'est terminée la semaine dernière. Je ne vais pas revenir, hein, en détail, parce que comme je le disais dans le live samedi soir, je crois que c'est la première fois que je ne vois absolument aucun match de Libertadores de la dernière journée, de première fois depuis très très longtemps. Voilà, la semaine dernière a été un petit peu compliquée, donc je vais pas commencer à débriefer les matchs, je vais pas m'inventer une vie, je vais pas débriefer des matchs que j'ai pas vus. Donc voilà, je vais pas m'appuyer sur des résumés de 2 minutes où on voit juste les buts pour vous dire ah oui, machin a dominé et bidule le truc. Donc non, on va quand même juste revoir un petit peu rapidement le résultat
des différents groupes de cette Copa Libertadores, des 8 groupes de cette Copa Libertadores. On va en tirer quoi comme principal enseignement dans cette histoire? C'est que, bah, finalement, il y a pas de grandes sensations, hein, en termes d'élimination. Heu, il y a quelques surprises, mais il y a pas de grandes sensations. Au rayon des surprises, il y a la qualif, mais alors d'un rien, de Flamengo, d'un rien du tout, qui a été à la lutte et vous le voyez, c'est le groupe C, à la lutte avec la LDU et Central Cordoba. Voilà, ça se joue à la différence de but pour Flamengo. Victoire 1-0 au dernier match face au Deportivo Táchira, qui s'est fait ravager par absolument tout le monde dans le groupe. On va noter, oui, effectivement, Jérém, tu as raison, le 6/6 de Palmeiras, qui n'était pas forcément dans un groupe hyper simple. Pas le groupe le plus dur du monde, mais se déplacer en Bolivie pour affronter Bolivar, c'est pas facile. Le double affrontement face au Cerro Porteño, c'est pas forcément des plus simples. Donc voilà. Et je le disais, donc pas de sensation, quelques petites surprises, entre guillemets, avec un arrêt sensationnel de Rossi à la dernière minute. Très bien, j'ai pas vu le match, donc voilà. C'est pour ça que j'entre pas dans le détail des matchs. Voilà. Tout ça pour dire, sur les petites sensations que l'on peut noter, peut-être celle de la qualification d'Universitario dans son groupe avec River et les deux, je vais pas dire les deux ogres équatoriens, mais quand même un petit peu, deux qui étaient annoncés comme étant prétendants à la deuxième place, qui était Independiente del Valle et Barcelona. Le grand perdant dans l'histoire, c'est Barcelona qui est éliminé de toute compétition. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que dans les groupes de Libertadores, on est sur l'ancien modèle que vous connaissiez en Ligue des Champions, c'est-à-dire que les deux premiers se qualifient pour les huitièmes de finale. Les troisièmes, eux, vont aller jouer un barrage avec un deuxième de la Sudamericana. C'est pour ça que les troisièmes ne sont pas éliminés. C'est pour ça que, donc, Universidad de Chile va en Sudamericana, Independiente del Valle, Central Cordoba, Alianza Lima, Atlético Bucaramanga, Bahia, Bolivar et San Antonio Bulo Bulo. Et d'ailleurs, ça, c'est peut-être une autre surprise, San Antonio Bulo Bulo, qui devance Olympia. Donc ça, par contre, voilà. On n'avait pas forcément beaucoup vu venir. On avait déjà parlé de ce petit club bolivien qui avait décroché son premier titre. On en avait parlé à l'occasion de la veille de sa finale, avec son histoire assez folle. Donc ils vont en Sudamericana, ils vont continuer leur aventure continentale. Je reviens un instant sur Universitario qui donc a coiffé sur le fil Independiente del Valle en décrochant un match nul au Monumental lors de la dernière journée face à River. Juste un petit détail, c'est pas anodin. On est quand même sur une saison très intéressante pour les Péruviens. On rappelle, parce que Vince est dans le chat, que l'Alianza Lima a tapé Boca en préliminaire, que l'Alianza Lima va être reversé en Sudamericana dans un groupe qui n'était pas forcément hyper facile avec Sao Paulo, Libertad et Tacheres, même si Tacheres s'est quand même descendu de quelques crans, mais voilà. Donc l'Alianza Lima termine troisième et continue son aventure continentale. Pour Universitario, huitième de finale, juste un détail, c'est la première fois pour le Pérou qu'il place un club en huitième de finale depuis 2013. Depuis 2013. Ça faisait 12 ans que l'on n'avait pas vu de club péruvien dans la phase à élimination directe, donc à partir des huitièmes de finale. On parlait de quiz tout à l'heure et de petites questions. Notez bien, le dernier péruvien qui était qualifié pour les huitièmes de finale en 2013, c'était le Real Garcilaso, qui avait été éliminé en quart par Independiente Santa Fe. Bref, c'est la 7e fois pour Universitario qui lui permet d'écrire un record, de doubler le Sporting Cristal et d'être donc le seul Péruvien à être allé le plus de fois en huitième de finale. Je rappelle qu'Universitario était en finale en 1972, ça remonte, c'est l'époque des Hector Chumpitas et compagnie. Bref, c'est peut-être la surprise dans ce groupe-là, parce qu'on attendait un petit peu plus Independiente del Valle ou Barcelona. Sinon, pour le reste, l'autre surprise, je le disais, San Antonio Bulo Bulo. Et après, dans l'ensemble, il y a eu des luttes qui étaient quand même assez serrées. Le groupe F a été extrêmement tendu. Donc forcément, des clubs comme Nacional et Bahia qui se font coiffer. Mais c'était un groupe absolument redoutable. International, Atlético Nacional, Bahia et Nacional. Mais sinon, pas de grandes sensations. Généralement, ceux qui luttaient pour les postes, les places, les accessites, si je puis m'inspirer ainsi, se sont mis à lutter pour les accessites. Je pense par exemple à Cerro Porteño Bolivar, et donc ça s'est pas joué à grand chose. Je vous vois parler de Flamengo. Le groupe C me fait penser au célèbre Arsenal, Dortmund, Napoli, Marseille. Oui, on dira pas qui est Marseille du coup, Noévé.
Voilà. Independiente del Valle en Sudamericana, il y a moyen de faire quelque chose. Oui, on va en parler dans un instant. Colo-Colo, catastrophe industrielle. En fait, la catastrophe industrielle, c'est de ne pas avoir doublé l'Atlético Bucaramanga. Mais la saison est un peu plus compliquée pour Colo-Colo, hein, même en championnat. Mais oui, oui, oui. Après, tu es dans un groupe avec Racing, qui est un des prétendants sérieux. Fortaleza, faut les jouer. Donc voilà, moi je les voyais lutter pour la troisième place, c'est ce qui s'est passé, ils n'ont pas gagné, voilà. Donc à noter le choc de AU de Chile qui a joué 11 contre 10 face à Botafogo une grande partie du match et qui avait besoin d'un nul. Oui, bah oui, après c'est comme ça arrive. J'ai envie de recommencer à suivre le foot Sudam, j'ai arrêté depuis 1 an et demi car je trouvais le jeu pas dingo. Par hasard, tu as des équipes qui jouent bien, je suis preneur. Bah, je vais te laisser répondre, Vince, si tu as envie de donner une liste de joueurs. Bref, tout ça pour dire que, quand même, les qualifiés pour les huitièmes de finale de cette Libertadores, on a 4 Argentins, on a 6 Brésiliens et on a un représentant de quasiment tous les pays. Vous voyez qu'il en manque 2, mais c'est les 2 traditionnels, hein, concrètement. Il en manque 3 même, puisqu'il manque le Chili, mais c'est traditionnel, hein, presque on va dire. Et il manque forcément la Bolivie et le Venezuela. C'est assez compliqué pour les Boliviens et les Vénézuéliens de se qualifier pour les huitièmes. Généralement, Bolivar peut le faire, mais vous voyez que ça s'est joué à rien. Donc 4 Argentins, Estudiantes, Racing, River, Vélez, ce qui est une belle perf pour Vélez vu ce qu'a donné la saison en Argentine. Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Inter, Palmeiras, Sao Paulo pour le Brésil, Atlético Nacional pour la Colombie, la LDU, vainqueur de son groupe, devant Flamengo pour l'Équateur. 2 Paraguayens, toujours chiant de croiser des Paraguayens, Cerro Porteño et Libertad. Un Péruvien, je le disais donc, et un Uruguayen, Peñarol, qui avait déjà fait une très très belle campagne l'année dernière. Tirage au sort a été effectué, je le disais, ce lundi. Le tirage au sort, le voici. Voici le tableau final qui va conduire les équipes vers Lima. Les esprits chagrins ou ceux qui ont envie de me chauffer un petit peu remarqueront qu'on peut avoir potentiellement un River Flamengo à Lima le 29 novembre. Voilà, je l'ai fait avant que Vince le mette dans le chat. La route va quand même être très compliquée pour River, puisque vous voyez que River va affronter Libertad. Alors, ils ont l'habitude de taper un petit peu Libertad. Le problème, c'est que derrière, ça sera Palmeiras. Donc, normalement, la session de River Plate va s'arrêter aux alentours des quarts de finale. Parce que je vois pas comment ils peuvent taper Palmeiras. Sinon, les autres affiches, l'Atlético Nacional jouera contre Sao Paulo et le vainqueur jouera contre celui de Botafogo LDU. Match sympa sur le papier, très sympa ce Botafogo LDU. Sur le papier, ça c'est la partie gauche du tableau. Sur la partie droite, Fortaleza affrontera Vélez. Peñarol Racing, c'est un match magnifique pour les amoureux d'histoire, pour les amoureux de plein de choses. Voilà, Cerro Porteño Estudiantes et Flamengo Inter. Gros danger à venir quand même pour Flamengo si ça monte pas d'un cran parce que l'Inter a vraiment un coup à jouer. River Palmeiras, ça rappelle la double confrontation assez controversée. Ça rappellera oui, c'est vrai, le match retour qui avait été absolument scandaleux. Le match aller, il n'y a rien à dire, mais le match retour, voilà. Toujours bizarre de ne pas voir Boca en Libertadores. Non, tu as raison, Nueve, j'ai pas osé le dire, j'ai pas osé chauffer parce que tu les verras pas non plus en Sudamericana. Mais voilà. Cette année, c'est pas sûr que ce soit un Brésilien qui rafle la mise. Il y a du monde quand. Ouais, enfin, il y a quand même de fortes chances pour que ça soit Palmeiras. Donc, donc bon, on verra. Mais voilà, effectivement, très piégeux ce Flamengo Inter, match intéressant. Il y a quelques matchs très intéressants, vraiment. Atlético Nacional, Sao Paulo, Botafogo LDU, Peñarol Racing, Flamengo Inter. Voilà, on sent qu'on va monter d'un cran. Bon, maintenant, on s'enflamme pas trop, les amis, parce qu'alors, vous avez vu le tirage des huitièmes. Les huitièmes de finale, c'est mi-août. Donc, il va se passer beaucoup de choses. Il y a des effectifs qui vont beaucoup changer. Pour vous donner une idée, Mastantuono ne sera plus à River, donc probablement. Donc, par exemple, et ça va bouger un petit peu partout. Il y a la Coupe du Monde des clubs pour certains qui va peut-être aussi chambouler des choses. Tout ça pour dire que le tableau aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est aussi difficile de se projeter aussi loin, jusqu'au mois d'août, c'est quand même dans 2 mois, il va se passer beaucoup de choses et ça peut rebattre quelques cartes. On verra. On verra. Les 3 Flamengo Inter de suite, bon courage. Oui, d'ailleurs, les tirages de la Coupe du Brésil, je crois qu'Inter va jouer 5 fois de suite des clubs de Rio. C'est possible, j'ai pas vu
J'ai pas vu les tirages de la Coupe du Brésil. Bref, tout ça pour dire, voilà le tableau final de la Libertadores. Je parlais de la Libertadores, donc du coup, on va parler aussi un petit peu de la Sudamericana. On va regarder la liste des qualifiés. Alors là, c'est les qualifiés pour les huitièmes et pour les matchs de barrage. C'est pour ça que vous allez retrouver des clubs qui étaient en Libertadores. Je pense par exemple à Central Cordoba, à San Antonio Bulo Bulo, à Bolivar, à l'Universidad de Chile, par exemple, Independiente del Valle, l'Alianza Lima, pour ne citer que. Je crois que j'oublie personne d'ailleurs. Si, Bahia pour les Brésiliens. Donc vous voyez qu'il y a 5 Argentins, qu'il y a 5 Brésiliens, mais cette fois-ci c'est un petit peu plus réparti. Il manque que un représentant vénézuélien concrètement, puisqu'on a 2 Boliviens. On a 2 Chiliens, 3 Colombiens, l'América de Cali, Bucaramanga et Once Caldas, Bucaramanga qui arrive de la Libertadores aussi, 3 Équatoriens, donc Independiente del Valle, Mushukruna et Universidad Católica. Mushukruna, on en a déjà beaucoup parlé hein, ici, de ce qu'était ce club très particulier, hein, celui de la communauté indigène. Merci à Tom SBH pour le follow. Alianza Lima et Cienciano pour le Pérou. Cienciano qui a déjà gagné la Sudamericana, c'était en finale face à River en 2004. Et voilà, peut-être qu'on va s'y prendre à y rêver. Et du côté de l'Uruguay, le représentant, ça sera le Cerro Largo. Belle perf des Péruviens, oui, c'est ce que je disais, dans l'ensemble, très très belle campagne des Péruviens qui placent 3 clubs en huitième de finale des Libertadores et Sudamericana. Enfin, il y a un barrage pour l'Alianza Lima. Et justement, on va regarder le résultat, le tableau final de la Sudamericana, puisqu'on l'a fait pour la Libertadores. Alors, c'est un petit peu plus difficile à lire. Il faut plisser un petit peu plus les yeux. L'Alianza Lima va jouer contre Grêmio son match de barrage. Et le vainqueur affrontera la Católica équatorienne. La U de Chile va affronter Guarani en match de barrage. Bon courage à la U. Et ensuite, devoir se farcir Independiente. Independiente ou de Chile, on l'attend tous. C'est pas garanti, hein, parce que Guarani, c'est toujours pénible, mais c'est franchement forcément le match que l'on attend avec impatience. On aura peut-être aussi en huitième de finale un duel 100% argentin, puisque Central Cordoba va jouer contre le Cerro Largo et le vainqueur affrontera Lanús. Il y a un très très chaud Bahia América de Cali avec Fluminense pour le vainqueur. C'est la partie gauche du tableau, et à droite Bolivar Palestino pour affronter Cienciano. On est pas mal dans ces cas-là. Atlético Mineiro, Atlético Bucaramanga pour affronter Godoy Cruz. Et un très très chaud aussi, Independiente del Valle et Vasco pour affronter Mushukruna en huitième de finale. Et le dernier match, l'Once Caldas qui va jouer contre San Antonio Bulo Bulo avant d'aller pouvoir défier Huracan. Bolivar Palestino, très intéressant, oui, et duel à haute altitude prévu après avec Cienciano. Donc voilà, ça peut être très intéressant tout ça. Flou qui fait la meilleure perf et qui se retrouve dans la pire partie du tableau. Oui, c'est vrai que la partie droite du tableau semble promise à un club brésilien, si tu vois ce que je veux dire. Mais attention à Independiente del Valle, c'est sa compétition. Ils ont gagné 2 fois, les Équatoriens. Ils ont un beau tableau à venir. Il va falloir sortir Vasco, mais ils peuvent le faire, ils savent le faire, ils ont l'habitude. Donc voilà à peu près le menu. Les matchs de barrage de la Sudamericana, donc tous ces petits matchs que vous voyez en haut, donc les Alianza Lima, Grêmio, Bolivar Palestino, etc. 15 et 22 juillet pour ces matchs-là. Donc juste après la Coupe du Monde des clubs. Et ensuite, les huitièmes de finale, la même semaine que la Libertadores, donc 12 et 19 août. Donc on est encore très très loin. Et dans un bon mois, pour les matchs de barrage qui s'annoncent extrêmement intéressants. Voilà à peu près pour l'ensemble. Pas de conflit d'intérêt entre Bahia et Bolivar. Je vois ce que tu veux dire. Non, non, parce que c'est pas tout à fait le même genre de partenariat, on va dire. C'est-à-dire que autant Bahia appartient réellement au Citigroup, autant la relation, et c'est ce qu'écrit Vince aussi, hein, la relation, le lien entre Bolivar et City, on n'arrive pas vraiment à le faire. C'est pas Bolivar City. D'ailleurs, ça parle pas de club filial hein, pour Bolivar, ça parle de partenariat, je crois. Donc c'est un petit peu nébuleux. C'est pas un vrai membre du Citigroup, mais ça l'est un petit peu aussi quand même. Donc c'est pas, ça a jamais été très clair hein, cette histoire. Donc voilà, je sais pas si c'est du même niveau qu'avec Yokohama par exemple, quoique non, parce qu'à Yokohama, Citigroup place ses mecs. Donc très voilà, très bizarre cette histoire, sachant que le président de Bolivar est quelqu'un d'assez puissant, hein, assez riche.
assez puissant, puisqu'il est l'un des actionnaires de l'Inter Miami, pas de l'Inter Miami, d'Orlando, si j'ai bonne mémoire, Marcelo Claure. Je sais pas s'il a toujours des billes en MLS. Donc voilà, c'est quelqu'un de très puissant. C'est lui qui a payé pour installer le VAR en Bolivie. Voilà, il n'a pas forcément besoin du Citigroup pour, tu vois ce que je veux dire, pour avoir un club sain et puissant financièrement parlant à l'échelle de la Bolivie. Non, non, il n'y a eu aucun transfert entre Bolivar et quelconque autre club du Citigroup, ou en tout cas, j'en vois pas comme ça. Il n'y a rien qui me saute aux yeux. Peut-être que j'en oublie, mais ça m'étonnerait. Bref, en tout cas, pas de conflit d'intérêt. Et alors, très franchement, s'ils s'affrontent, ça veut dire que c'est la finale. Donc voilà. On voit bien ce que donne la politique du Citigroup avec les Marinos. Bah, cette année, ça marche pas, mais il y a eu des années où ça marchait quand même. Mais bon, voilà. Après, vraiment, hein, faudrait qu'on creuse un petit peu un jour, hein, cette histoire de partenariat entre Bolivar et Citigroup, parce que c'est pas très clair ce qu'ils font. Enfin, c'est pas très clair. On ne sait pas vraiment jusqu'où ils sont dans la galactique. Je crois que sur le site du Citigroup, ils apparaissent, hein. Mais bon, voilà. Bon. Et pour répondre à l'autre question, oui, c'est bien lu, c'est bien vu. Aussi, la finale aura lieu à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie. C'est la première fois que la Bolivie accueille une telle finale. Donc, bah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. C'est pas en altitude, hein. Pour le coup, Santa Cruz n'est pas en altitude. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que non, Santa Cruz n'est pas en altitude en Bolivie. Bref. J'ai vu un prêt d'un joueur de Montevideo City vers Bolivar, donc il y a peut-être un lien quand même. Ah, bah dans ces cas-là, oui, tu as raison. Dans ces cas-là, tu as raison. Il y a peut-être des liens. Après, voilà. Et puis on va revenir à la question traditionnelle. Autant tu peux concevoir éventuellement qu'ils aillent mettre un pied dans le football brésilien, autant Montevideo City ou Bolivar, tu vois pas ce qu'ils viennent faire là, quoi. Bolivar joined the Citigroup family at the first ever partner club in January 21. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont partenaires, tu vois, c'est vraiment le mot qui a été écrit. Ils sont partenaires. Ils sont pas officiellement club filial, club machin. Ils sont partenaires, donc ils ont des aides. On sait pas ce que ça veut dire, mais on sait pas trop ce que ça veut dire. Mais bon, voilà, ils ont accès à l'expertise du Citigroup, à des technologies, à des conseils technologiques et stratégiques, incluant entraînement et scouting, aide pour ah ouais, pour tout assister. Ah oui, d'accord, pour gagner plus d'argent sur les diffusions et pour construire des infrastructures de niveau mondial. Bon, voilà. C'est exactement une zone grise qui veut tout dire. Et oui, c'est ça, Santa Cruz, c'est bien proche de l'Amazonie. Merci, tu piges d'avoir confirmé. Je sais pas pourquoi j'ai eu le doute comme ça, alors que généralement, la première intuition est souvent la bonne. Voilà pour la Libertadores, voilà pour la Sudamericana. Je rappelle, rendez-vous mi-juillet pour les barrages de Sudamericana, rendez-vous quasiment mi-août pour les huitièmes de finale des deux compétitions. Et là, cette fois-ci, on essaiera de les suivre un petit peu plus fortement. On a des rendez-vous avant à suivre, mais celle-là, on essaiera de les suivre un petit peu plus fortement. On va passer à la dernière news de la semaine. On va y passer un petit peu de temps, un petit peu plus de temps ou pas, je sais pas, on va voir si ça fait plus de temps. On va parler de cette fameuse annonce qui a été faite, vous l'avez probablement vu passer sur les réseaux, dans les médias, les grands médias en ont parlé. Donc on va s'intéresser un petit peu à cette histoire-là. Cette histoire-là, c'est cette vidéo. Je vais pas vous la mettre la vidéo parce que déjà ça parle qu'en espagnol et ça serait absolument horrible pour les gens qui, enfin pas que l'espagnol est horrible, mais horrible pour les gens qui écoutent en podcast et pas sûr que ça soit hyper informatif pour tout le monde d'écouter Luis Suárez nous raconter son projet. Mais on va revenir sur cette annonce-là. Cette annonce-là, elle tourne autour de ce couple de Miami, comme je le disais, Luis Suárez et Léo Messi, qui ont, c'est ce qui a été annoncé par beaucoup de médias, créer un club qui s'appelle le Deportivo LSM. Bon, on va y revenir dans un instant sur la notion de création du club. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont donc ce club-là, qui est un club de foot professionnel en Uruguay, basé à Ciudad de la Costa. Alors c'est à l'est de Montevideo, dans le département de Canelones. C'est pas très loin du Rio de la Plata, c'est sur les rives du Rio de la Plata, hein, tout simplement. Et donc voilà, c'est à quelques encablures de Montevideo. Et je vais y revenir dans un instant sur la notion de création, parce que vous allez voir qu'en fait, ce club n'est pas né aujourd'hui et qu'il est le fruit d'une véritable politique mise en place par l'homme qui est à gauche sur cette image, qui s'appelle Luis Suárez.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'il explique un petit peu dans cette vidéo. Elle dure quoi? 5-6 minutes, je crois, la vidéo. Il explique en détail cette histoire-là. Parce que il explique, et il y a eu un communiqué de presse qui a été publié sur le compte Instagram du club, qui a pris un boost d'abonnés, je vous raconte même pas, avec l'arrivée de Lionel Messi. Ça, c'est le grand classique. Il y a un communiqué de presse qui a été publié, donc, et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un club professionnel qui va être affilié à la OUF, qui est la fédération uruguayenne, je vais en reparler dans un instant, et donc qui aura pour dirigeants Luis Suarez et Lionel Messi. Je vais poursuivre un petit peu la lecture de ce communiqué de presse. Il est indiqué que c'est donc une nouvelle page qui se tourne pour le football uruguayen, bon, le blabla classique, et que donc c'est un club professionnel qui va posséder une structure moderne, pluridisciplinaire, qui va combiner des infrastructures de haut niveau, une méthodologie de formation avec des dimensions techniques, physiques, médicales, psychologiques, éducatives, et l'objectif est, je cite, de générer un chemin clair, humain et compétitif pour les jeunes talents uruguayens et du Rio de la Plata. Voilà en gros ce qu'il faut résumer sur ce communiqué qui a été fait par le groupe. Vous avez compris pourquoi le club s'appelle Deportivo LSM. LS pour Luis Suarez et M pour Messi, bien évidemment. Voilà. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre chose. Mais là où c'est intéressant, et c'est là où je vais insister un petit peu, c'est que ce projet ne vient pas de nulle part. Il existait un petit peu avant. Deux, trois petites précisions. Pourquoi j'ai insisté sur le fait que c'est un club professionnel qui va rejoindre la OUF? C'est pas un détail, c'est pas anodin, ça veut dire qu'on est parti sur quelque chose de très important. Je vais te répondre dans 2 secondes, Raph, tu vas voir. C'est que quand vous avez un club en Uruguay, vous avez possiblement trois, on va dire que vous pouvez rejoindre 3 ligues. Soit vous jouez avec des jeunes et vous jouez dans ce qu'on appelle la ligue universitaire. On en avait beaucoup parlé de l'importance du football universitaire dans un Hello Mag le 12 de mémoire. Soit vous allez jouer dans ce qu'on appelle le football de l'intérieur. Et quand vous n'êtes pas dans la zone de Montevideo, vous y avez accès. Quand vous êtes à Canelones, vous pouvez y jouer. Qui est le football de l'OFI. OFI, c'est Organisation de Fútbol del Interior, concrètement. Donc c'est tout le football de la province, tout ce qui est hors Montevideo. Et tous ces clubs-là, généralement, sont amateurs. Il y a quelques primes pour les meilleures équipes ou des choses comme ça, mais c'est généralement un monde amateur. Et si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description sur le replay. Je pourrais mettre même le lien peut-être là dans le chat. En tout cas, je le mettrai dans la description. Il y a eu un excellent article écrit par Jérôme à l'époque sur le football de l'OFI. Est-ce que je peux vous le mettre? Non, si je l'ai comme ça, je vais vous le donner. Je vais vous le mettre dans le chat, comme ça vous aurez accès à cet article-là, qui avait été écrit il y a quelques années par Jérôme. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le football de l'OFI, c'est ça, sur ce football de l'intérieur, sur ces passerelles, hein, parce qu'il y a des passerelles avec la OUF qui est la fédération, enfin on va pas entrer trop dans le détail, mais donc ils ont choisi, eux, de rejoindre la OUF, qui est donc la grosse ligue, la ligue qui emmène vers le professionnalisme, même si, et c'est pour ça que je vais détailler un petit peu plus le parcours de ce club-là. Ce club a déjà une équipe qui joue en ligue universitaire. Voilà, ils ont donc une équipe U18 qui joue en ligue universitaire depuis quelques années déjà. Pour répondre à la question de Raph, à quel niveau le Deportivo LSM va-t-il évoluer? Eh bien, il va évoluer en 4e division uruguayenne, parce que quand tu lances un club, c'est à ce niveau-là que tu entres. Donc, ils vont entrer au 4e étage de la pyramide. Donc, vous comprenez aussi aisément que l'accès à l'élite va demander un petit peu de temps, et je vais en reparler dans un instant. Alors, je le disais, c'est pas la première fois que des joueurs de foot professionnels investissent dans un club, que ce soit en Argentine ou en Uruguay. Parfois, ils vont investir dans les clubs, le club qui les a formés. On a eu des exemples comme ça, d'anciens joueurs, notamment passés par la Ligue 1. Je pense à certains joueurs qui ont joué du côté de Nice, notamment. Par exemple, des Argentins. On a aussi des exemples de très récents. Le plus récent, je pense sans doute, c'est Fernando Cavenaghi, qui avait repris
qui avait été président et qui avait racheté le club, la version de Montevideo de Racing, mais il l'a pas gardé très longtemps puisqu'au final, il a fait une opération un petit peu d'achat-revente, hein, pour parler un petit peu crûment, puisqu'il a revendu ce club à un consortium qui s'appelle Red and Gold. On en avait parlé une fois, je n'ai pas réussi à me souvenir quand on en avait parlé. Tout ça pour dire que Red and Gold, si vous ne savez pas ce que c'est une espèce de consortium, de conglomérat entre le Bayern et le Los Angeles Football Club, Red and Gold. Red, Bayern, Gold, LAFC, qui est donc aujourd'hui propriétaire du Racing de Montevideo. Me demandez pas pourquoi, mais ils sont propriétaires. Voilà. Bref, mais là, on n'est absolument pas dans ce schéma-là. Alors pourquoi on n'est pas dans ce schéma-là? Parce qu'en fait, cette histoire du Deportivo LSM, elle a commencé en 2018, lorsque Luis Suarez a créé le Deportivo LS. LS pour Luis Suarez. L'objectif à l'époque, c'était pour lui de mettre en place des structures non seulement sportives, mais aussi humaines pour permettre le développement des gamins du coin, de la jeunesse uruguayenne, comme il appelle, pour entre guillemets offrir aux jeunes ce que lui a un petit peu connu et aurait aimé un petit peu plus connaître quand il était plus jeune. Et donc, cette structure, le Deportivo LS, a eu des équipes et a commencé notamment par le baby football. Alors le baby football, pareil, je vous fais un petit peu de publicité. Il y a un podcast, Lucarno Posé, qu'on avait fait aussi avec Jérôme. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez l'écouter. Si vous ne savez pas quelle importance le baby football a sur le football uruguayen, je vous invite vraiment à aller voir ce podcast. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs, comme ça sera aussi simple. Et je le mettrai dans la description. Si vous êtes sur le direct, vous pourrez cliquer ou pour aller regarder ce lien un petit peu plus tard. On parle de ce qu'est le baby football et de l'importance qu'il a sur le modèle footballistique uruguayenne. Donc, ils ont une équipe comme ça. Et donc, ils avaient mis en place tout cela. Voilà. Ils ont ensuite mis à côté de ça une académie pour former des joueurs de foot, hein. Ils ont commencé à avoir cette fameuse équipe U18 qui participait aux ligues universitaires. Et ils avaient à l'époque envisagé très vite de mettre en place des U14, des U16. Et à terme, donc, ils avaient parlé déjà en 2018 d'une équipe A. Ils ont aussi mis en place une structure de football féminin avec une équipe U14 féminine et qui joue sous les couleurs du club. Et en 2021, c'est-à-dire il y a 4 ans, au moment où l'équipe universitaire faisait ses premiers pas avec les U18, en 2021, Luis Suarez a annoncé la création de cette fameuse SAD, Société Anonyme, donc des sociétés privées. On a déjà beaucoup parlé de ce que sont les SAD dans diverses émissions, dans divers lives. Voilà, je vous encourage à essayer de parcourir un petit peu tout cela. Ce sont des sociétés sportives privées, hein, tout simplement. Il avait mis en place la SAD Deportivo LS. On est en 2021 et on sait que généralement, quand tu crées une SAD, c'est que tu vises à arriver vers le football professionnel. Ça a toujours été l'objectif et vous allez voir, hein, je vous citerai des exemples des déclarations de Suarez il y a quelques années, vous verrez que c'était vraiment l'objectif. Et l'organisation, il a vraiment organisé sa chose, donc mise en place d'une structure pour accueillir les jeunes, mise en place d'une école de baby football, d'une petite académie, mise en place d'équipes de jeunes, U14, U16, U18, masculin, féminin. Et puis, l'étape d'après, c'était quoi? L'étape d'après, c'était le complexe sportif des Ciudad Deportiva LS, qui est basé à Canelones, donc dans le département de Canelones, qui est un vaste complexe sportif qui a été créé, qui a été mis en place. Et quand je vous dis vaste complexe sportif, voilà la taille du truc. Donc, c'est un site de 8 hectares qui a des installations modernes, hein. Vous avez vu les bâtiments. Un stade en gazon synthétique qui peut accueillir jusqu'à 1400 spectateurs, un stade de football à 7 pouvant accueillir 620 personnes, 3 terrains en gazon naturel, un gymnase, une piscine, des vestiaires, un restaurant, un complexe sportif couvert, avec donc des cours couverts, une salle de muscu, une piscine. Vous voyez donc, il y a un vrai projet, une vraie organisation de faire un vrai club multisport. Et donc, vous voyez qu'on avance progressivement dans les étapes, donc depuis 2018. Donc, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que le Deportivo LSM, ça sort pas
comme ça, instant. C'est une chaîne d'événements, une suite d'événements, c'est une progression logique. Pour vous donner une idée quand même par rapport à cette histoire de Ciudad Deportiva et d'organisation et d'encadrement, sachez que le club emploie 80 personnes qui y travaillent quotidiennement. Donc voilà. Donc entre 2018 et aujourd'hui, on résume, il a mis en place son centre sportif, multisport, multidiscipline, comme ça avait été annoncé dès le départ. Il a son académie, il a ses équipes de jeunes, il a des sociaux, il y a 3000 sociaux pour le club. Donc à l'échelle de l'Uruguay, c'est monstrueux, hein, 3000 sociaux. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se vanter d'arriver à cela. Forcément, il y a les deux grands, mais derrière, bon courage. Donc, concrètement, c'est un véritable club déjà avant l'arrivée de Lionel Messi, avant de passer de LS à LSM. C'est un véritable club et donc l'étape naturelle, c'était d'arriver à l'échelle professionnelle. Et là, on y est. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, ils vont démarrer en 4e division. Donc, il y a le temps. On n'y est pas encore. On va rassurer tous les fans de Suarez et de Messi, ou les fans de Suarez ou les fans de Messi. Parfois, on n'est pas fan des deux. Il va falloir être patient. On est loin de l'élite. On est en 4e division, qui est une division amateur hein, pour l'instant. On va voir d'ailleurs. Alors, il y a eu des rumeurs. Hein, je ne vais pas entrer dans tout le détail des rumeurs qui s'en sont suivies. Il y a eu des rumeurs comme quoi Alvaro Recoba allait rejoindre le projet pour diriger les équipes et tout. Voilà, on va voir. On va attendre d'avoir un petit peu plus d'informations. Rien n'a été annoncé de manière officielle, en tout cas, ou j'ai rien vu passer encore à l'heure où je parle. Ça peut évoluer assez vite. D'ailleurs, assez amusant cette histoire-là. Assez amusant. Dans cette 4e division, ils vont croiser des clubs avec des noms absolument fous. Hein. Montevideo Boca Juniors, c'est pour Vince. Estudiantes del Plata, hein, pas de la Plata, et Real Montevideo, ça va faire plaisir à Léo Messi. Messi est vraiment là juste pour financer, comme une équipe, comme pour l'équipe e-sport d'Agüero. Soit il est bon ami, soit il est têteux, il se fait manipuler. Je pense que là, pour le coup, il est là pour financer, et pas forcément parce qu'en fait, c'est des garçons qui ont connu le football. Enfin, qui savent d'où. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je vais te dire, franchement, c'est des mots un petit peu galvaudés de nos jours, mais ils savent d'où ils viennent. Et ils ont des choses communes par rapport à ça, par rapport à aider les gamins pour pouvoir grandir. Alors, tu peux te dire, c'est bizarre que Messi ne fasse pas ça à Rosario. Bon, voilà, le blanc qui suit sur Rosario montre que c'est peut-être pas aussi simple que de faire ça en Uruguay. Voilà, mais je ne sais pas s'il y a une histoire de il est manipulé ou il est juste bon ami. Je ne sais pas à quel degré il va être investi dans la chose. C'est pareil, j'imagine aussi que Luis Suarez, en fait, tant qu'ils sont actifs, tant qu'ils jouent, je pense qu'ils auront un pouvoir, tu vois, plus décisionnaire, mais ils vont pas être présents sur place. Ils vont déléguer au maximum. J'ai peur que ça devienne une Arlésienne. On va voir. Cristiano, je sais pas. Peut-être qu'à terme, Léo va mettre en place la même chose en Argentine. Peut-être. On verra. Écoute, on verra. Voilà. En tout cas, c'est bien que ces joueurs-là fassent ce genre de choses-là. C'est bien aussi, et c'est pour ça que j'avais donné l'exemple de Fernando Cavenaghi avec Racing, le côté achat-revente. Là, on n'est pas dans l'achat-revente. Vous le voyez, on est sur un projet qui a déjà 7 ans, qui va étape par étape. Et d'ailleurs, quand je disais, si vous êtes fan, il va falloir se montrer patient avant de les voir en première division. Imaginez que vous êtes Gérard Lopez qui reprend le Deportivo LSM, que vous faites votre business plan, votre business model, c'est-à-dire que chaque année vous montez à peu près. Si c'est le cas, s'ils montent chaque année, ils ne sont pas en première division avant 2028. Hein. Voilà, ça vous donne une idée. Sauf que Luis Suarez n'est pas Gérard Lopez, pour le coup, parce que, et c'est là où je vais vous citer ce qu'a dit Luis Suarez en 2023 quand ils ont inauguré le complexe sportif. Il y a plus d'argent au LSM qu'à Bordeaux, ça c'est sûr. Mais la phrase, écoute la citation de Suarez, elle est intéressante. À l'époque, ça s'appelait juste le LS, hein, le Deportivo LS. Le Deportivo LS est déjà une SAD, mais pour atteindre l'élite du football uruguayen, il est nécessaire de commencer en 4e division. Ce processus peut prendre environ 7 ans. 7 ans. Donc on n'est pas sur... 7 ans et implique beaucoup de pertes financières. En d'autres termes, il sait qu'il va investir à perte pendant au moins 7 ans. Il a conscience aussi, voilà, c'est quelqu'un de réfléchi pour le coup. Merci beaucoup InsertCoin pour le renouvellement de ton abonnement. 6e mois d'abonnement, merci à toi. D'ailleurs, le son n'est pas le parti, mais c'est pas grave. Oliver Kahn est en train d'écrire, peut-être. Mais bon, tout ça pour dire... tout ça pour dire qu'il avait conscience que c'était un projet qui allait prendre au moins 7 ans, avec beaucoup de pertes financières. Vous comprenez aussi en message sous-jacent qu'il n'est pas une question, ce n'est pas pour l'instant
On verra à terme. Ce n'est pas une question d'argent, c'est un vrai projet sportif intéressant, construit, réfléchi, basé sur des choses un peu plus long terme. On n'est pas dans le cadre d'un Montevideo City, hein, on a parlé de City Group à Montevideo. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'en 2023, quand il avait fait toutes ces déclarations-là, en expliquant que qu'il allait falloir partir de la quatrième division, qu'il allait falloir avoir au moins 7 ans et perdre de l'argent, il avait dit, 2023, notre prochaine étape, c'est la professionnalisation. On est 2 ans plus tard et on y est avec donc le Deportivo LSM. C'est un projet qui sera à suivre, c'est un projet qui s'annonce intéressant sur le papier. Voilà, je suis d'accord avec toi, Raph, avec ce que l'on a là. Comment dire, de manière, si je devais dire la lettre d'intention et le début de ce projet est intéressant, on verra comment il évolue. C'est prometteur. Il n'y a pas la vocation, il n'y a pas eu d'effet d'annonce de dire on vise le titre, on veut être un grand du championnat d'Uruguay. Absolument pas ça. On veut jouer la Libertadores, machin. Peut-être que ça viendra, mais ça viendra peut-être probablement avec le temps. Il a montré que pour l'instant, il savait être patient. Il a mis 7 ans à passer de la première graine plantée qui commence à germer avec le baby football, etc., le complexe sportif, pour arriver à la création d'un club pro. Donc je pense qu'on peut dire que Suarez sait et saura être patient, et c'est pour ça que ce projet est intéressant, et il n'est pas là pour non plus, il n'est pas arrivé en disant on va chambouler le football uruguayen. Non, il est là pour, il parle beaucoup des enfants, on verra si les intentions perçues. En tout cas, ça devrait encore renforcer la formation uruguayenne. Oui. Et surtout, en plus, imagine s'ils arrivent à. Ils vont avoir une capacité à attirer des gens, et même les professionnels qui vont gérer l'académie, qui vont gérer la formation des joueurs, qui vont encadrer les jeunes. Et eux ont un réseau absolument indépendamment de l'argent. Là, on ne parle même pas de l'argent, on parle du réseau d'influence, c'est-à-dire la capacité d'attraction. On a parlé d'Alvaro Recoba pour venir entraîner en quatrième division. Alvaro Recoba était à National il y a encore pas longtemps, hein. Donc voilà. Et ils ont cette capacité d'attraction. Et donc forcément, ils ont cette capacité à attirer de véritables professionnels de qualité pour le coup. Donc, et ils n'ont pas l'air de dire on va mettre de l'argent et puis démerdez-vous. C'est pas le cas. On n'est pas sur une coquille vide à la Montevideo City. Sur le papier, c'est intéressant. Les débuts, les 7 premières années montrent que le projet est intéressant. Bah, on va voir les 7 prochaines, concrètement, puisque à horizon 7 ans, il y a la potentielle arrivée vers la première division. On verra ce que ça fait donner. Tu fais plus confiance à Léo et Luizito qu'à Rani Assaf et Gérard Lopez. Voilà, pour dire les choses. Exactement. Exactement. Pour les joueurs, il faudra attendre, hein, je pense, Raph. De toute façon, il faut attendre déjà qu'ils arrivent en première division. Et c'est pas évident, hein, les ligues inférieures, comme un petit peu partout. Donc voilà. En tout cas, on sent qu'il y a des gens que, voilà, partenariat avec l'Inter Miami à venir. Bah, à terme, mais c'est ça le truc. Et tu peux même aller jusqu'à partenariat avec le Barça, partenariat avec, tu vois. Au moins, Luisito a le mérite d'analyser clairement la situation, de peser le pour et le contre, ce dont certains devraient s'inspirer. Ça, c'est clair. Mais Suarez a autant d'argent, son salaire est d'un des plus bas à Miami. Écoute, après, très honnêtement, à quoi bon on ne sait pas combien ça coûte cette histoire, hein. Moi, j'ai pas aucune idée de la fortune de Luis Suarez. J'ai pas d'idée non plus de la fortune de Léo Messi. Mais, et on sait surtout pas combien ça coûte cette histoire. Donc voilà, mais ils vont avoir. On le sait très bien, si ce club-là travaille bien et avance bien, et pour l'instant ça a l'air cohérent, gravit les échelons et arrive dans l'élite, la capacité d'attraction des sponsors, des personnes, des joueurs, voilà, ça peut aller assez vite. Je suis pas sûr que ça vienne tu vois, tout de suite taper Peñarol et National. Et de toute façon, c'est pas forcément l'idée. Et dans l'absolu, j'ai envie de te dire, un club comme Liverpool, qui est pas forcément très riche, qui même n'est pas très riche, tape les deux géants. Donc, si ça travaille bien, ça peut taper tout le monde, hein. Donc, à l'échelle de l'Uruguay. Donc voilà, écoute, on verra. Rendez-vous dans 7 ans avec Suarez et Messi. On verra s'ils y seront encore. Je pense que Suarez lâchera pas le truc comme ça, vu l'investissement qu'il a mis personnel, hein. Je parle pas d'argent, parce que j'en sais rien combien d'argent il a mis. Mais en tout cas, voilà, c'est un joli projet sur le papier. Et c'est un projet intéressant. Ça a fait beaucoup parler, mais je pensais qu'il était important aussi, voilà, justement d'essayer de bien expliquer que voilà, ça part pas de rien, c'est pas juste un effet d'annonce, qu'il y a un vrai projet derrière. Voilà. En parlant de Liverpool, que devient Fabricio Diaz? Aucune idée.
Alain, là, comme ça, je pourrais pas te répondre. Bref, voilà, on a fait un petit peu le tour de nos Amériques. J'avais dit à peu près 1 heure. Bon, on a fait 1h10, donc ça va, on n'est pas trop mal. Je suis à peu près dans les temps que je m'étais fixé pour faire ce tour des Amériques, ce qui était pas mal. Je voulais revenir un petit peu sur ces news parce que c'était intéressante et parce qu'il fallait vraiment les poser quelque part, que ça soit Platense, que ça soit la Conca Champions, que ça soit cette histoire-là notamment, et les tirages de la Libertadores et de la Sudamericana. On va essayer on va aller sur les rendez-vous. Je vous rappelle que les prochains rendez-vous, ce sont les éliminatoires pour la Coupe du Monde qui vont démarrer cette semaine. Je vais faire un petit point, je suis en train de me perdre parce que j'ai failli cliquer là où il fallait pas. Les éliminatoires sud-américains, on va organiser un live forcément pour suivre ces éliminatoires sud-américains. Je vous rappelle le programme de la semaine, 15e journée des éliminatoires Sudam, Paraguay-Uruguay, Équateur-Brésil. Je suis en train de réfléchir à une heure qui me plaît pas là. Alors, j'espère que Vince est encore là parce que j'ai peur de m'embrouiller dans les heures. Bref, Paraguay, Uruguay, Équateur, Brésil. La première de Carlo Ancelotti à Quito. Bon courage. À Guayaquil, pardon. Bon courage, garçon. Chili, Argentine. Voilà. Il paraît, d'après Arturo Vidal avait dit que les tours précédents, que le match face à l'Argentine serait facile. Donc voilà, nickel. Colombie, Pérou. Et Venezuela, Bolivie. 3 matchs sont dans la nuit de jeudi à vendredi. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous. Donc, plus 5 Brésil-Argentine, plus 7 Colombie-Équateur. Donc, ça veut dire que le Équateur-Brésil est à 1h du matin, si je ne me trompe pas. Que le Paraguay-Uruguay est à 2h du matin, me semble-t-il, et que le Chili-Argentine est à 3h du matin. J'espère que je ne me trompe pas. Au cas où, je ferai un rectificatif. Attendez-vous à un live dans la nuit de jeudi à vendredi pour suivre ces éliminatoires sud-américains. Je vais quand même, avant, replanter un petit peu le décor, vous rappelez le classement, vous rappelez que la Colombie est quasiment éliminée, hein, puisqu'elle finira 8e, on le sait tous. Donc voilà. Sur DAZN, tous les matchs, quel match sur DAZN, à quoi bon? Parce qu'alors c'est le bordel. Hein. Je pense que Bolivie, Venezuela, ça sera sur FIFA+, parce que généralement la Bolivie c'est sur FIFA+. Équateur, Brésil, ça doit être sur DAZN, ouais. Parce que je crois que l'Équateur est sur DAZN. Paraguay, Uruguay, je suis pas sûr que ça soit diffusé. Chili, Argentine, j'en ai aucune idée. Donc je vérifierai, je vous dirai tout sur le Discord. Je vous rappelle quand même juste le classement. L'Argentine est en tête, 31 tranquille. L'Équateur mène le bal derrière des poursuivants. Uruguay, Brésil, Paraguay, Colombie, ça se tient en 1 point. Venezuela est décroché et va se battre pour le 2e wagon avec la Bolivie, éventuellement le Pérou et éventuellement le Chili. Mais vous mesurez aussi du coup l'importance de ce Venezuela-Bolivie qui a lieu dans la nuit de vendredi à samedi, donc à minuit, donc on sera samedi matin, minuit 1, on sera samedi. Venezuela-Bolivie, le match de la Colombie est à 22h30 vendredi, il me semble, le Colombie-Pérou. Vous voyez que le Venezuela-Bolivie va valoir son pesant de cacahuètes aussi. Voilà pour les rendez-vous. On se donnera ces rendez-vous-là, en tout cas, justement, pour la nuit précédente, la nuit de jeudi à vendredi, et pour notamment cet Équateur-Brésil qui s'annonce absolument bouillant, même si le Brésil ne s'effondre jamais trop hein, en Équateur, on verra. Colombie, pourquoi c'est mort? Non, c'est une blague, Raph. C'est une blague, mais Pierre Gerbeau est pas dans le chat, et Pierre est toujours en déprime et persuadé que voilà, la Colombie, ça passera pas. On a beau lui dire que, bon... enfin, tu vois, quoi. Il n'y a pas de gros danger pour la Bolivie, mais voilà. Oui, la première de Carlo, ça sera à Guayaquil face à l'Équateur. Je rappelle que la journée suivante, le Brésil jouera contre le Paraguay. La journée suivante, on aura le temps d'en reparler parce qu'on la fera probablement aussi. C'est le prochain rendez-vous, en tout cas, que je vais vous donner. Pas de Golasso Hello ce soir, j'ai pas eu le temps de monter la vidéo, je vais la mettre et ils seront là probablement demain.
probablement demain sur la chaîne YouTube. Bref, voilà, comme ça vous pourrez voter. J'ai pas fait ma sélection, hein, pour tout vous dire, j'ai pas eu le temps de faire ma sélection. Voilà pour les rendez-vous. C'est l'Argentine puis les quarts. Oui, 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 l'Argentine est tranquille. J'ai envie de reprendre le foot Sudam. Tu as des équipes qui jouent bien à proposer. Après, ça dépend ce que tu appelles des équipes qui jouent bien. Euh, Le golasso hello, c'est le but de la main de Ney, c'est vrai. Ney qui va quitter Santos, hein, et il y a une rumeur qu'il annonce à Pachuca pour la Coupe du Monde des clubs. Si vous voulez savoir, c'est les dernières rumeurs qui sortent du Mexique. Je sais pas si c'est passé, si c'est déjà arrivé en France, mais voilà. 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 Bref, on verra. Mais les rumeurs vont être folles puisqu'il va pas rester à Santos, hein, concrètement, et on va pas se mentir, le retour de Ney à Santos, c'est pas une grande réussite. Est-ce que l'ex-lyonnais Almada sera titulaire? Je n'en ai pas la moindre idée. Je n'en ai pas la moindre idée. Plutôt adepte du football de possession. Alors, en Amérique du Sud, le football de possession, voilà, il faudrait que je fasse toute la liste des équipes que j'ai en tête. Bah, c'est ce qu'essaye de faire le River de Gachardo, mais il le fait pas bien à chaque match. donc, voilà. Son père a dit qu'il allait partir. Oui, j'ai vu passer comme quoi il allait pas prolonger, hein, et les Mexicains sont en train de s'affoler parce que Pachuca pourrait essayer de le choper pour la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà. Carton rouge qui tombe à pic pour qu'il aille à Paname voir la Kings League. Je sais pas s'il fera ça. S'il doit jouer la Coupe du Monde des clubs avec Pachuca, c'est quand la Coupe du Monde des clubs? Ouais, je te ferai une liste, Raph. Je te promis. Promis. Je te dirai ça lors d'un prochain live. Donc, prochain live, je le disais, ce sont les éliminatoires sud-américains. Et ça sera donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les lives? Je sais pas si il y en aura un samedi soir. Je suis pas sûr qu'il y ait. Est-ce que ça joue en MLS parce qu'il s'arrête jamais? J'ai pas été voir. Je pense pas qu'il y aurait de série nord-américaine, mais en tout cas, il y aura les lives des éliminatoires. De toute façon, vous savez où j'informe, que ça soit sur le Discord et tout. Ney au Deportivo LSM, ouais, et du coup, ça serait le Deportivo MSN, ouais, voilà, c'est ça. On verra. À terme, on verra. Ils lui ont pas demandé, hein, peut-être, hein, on verra. On verra. Bref. En tout cas, voilà pour ce 18e numéro de Lucarne américaine. Je le rappelle, les Golas Hello, je les mettrai à part et vous pourrez voter. Ça sera sur le Discord, ça sera sur le Twitter de Hello. N'hésitez pas à nous suivre tous sur tous ces réseaux-là, hein. C'est là où j'informe. Quand j'oublie pas. Non, généralement, je le fais parfois à l'arrache, mais je le fais. Donc voilà, il y a pas une petite place magouille pour l'Inter Miami. Pour Neymar? Si. Pour la Coupe du Monde des clubs, si. Ah si, tu peux faire la MSN à la Coupe du Monde des clubs. Oh, tu as raison. Tu dois pouvoir. Je sais plus ce qu'ils avaient dit par rapport au recrutement, aux règles MLS, tu vois, par rapport à ça. Tu as le droit aussi. Je sais pas si tu as le droit de se faire signer un contrat pour un mois à un joueur, enfin pour la durée de la compétition. Je sais pas du tout si tu as le droit de faire ça. Je sais pas du tout. C'est une vraie bonne question. Tu as le droit de le signer que pour un mois? Ok. Je vais essayer de regarder. Je sais pas du tout quand est la Coupe du Monde des clubs, hein. Ça va pas tarder, mais comme j'ai pas prévu de la suivre, voilà. Rui Patricio va faire ça? Bon, bah, alors, bah, écoute, Nir, tu peux ajouter Neymar à Miami, vous l'aurez vu, c'était en premier. Ça peut passer, hein. Ça peut passer. Coupe du Monde des clubs, ça commence le 14 juin. Voilà. 14 juin, donc ça commence dans 10 jours. Mais oui, donc du coup, c'est possible. Rui Patricio va le faire. Ok. Eh ben, écoute, très bien. Bravo à lui. Bah pourquoi? On va voir. On va surveiller. De toute façon, là, il va y avoir des rumeurs de partout. Je te dis, moi, j'ai vu passer les rumeurs mexicaines pour envoyer Ney à Pachuca. Et dans ces cas-là, mais la question, c'est vraiment, est-ce que les clubs de MLS qui vont, entre guillemets, recruter un mec pour la Coupe du Monde des clubs, vont pouvoir s'affranchir du salary cap? Voilà. Ça, j'avoue, je sais pas. Bref, tout ça pour dire, la Coupe du Monde du club, ça commence le 14 juin. Si vous voulez la regarder, faites-le. Je vais probablement pas le faire. Surtout que le 14 juin démarre la Gold Cup. Il y aura un guide sur Hello et on fera probablement aussi des lives. Ça dépend. Faut que je vérifie les horaires parce que parfois les horaires c'est horrible. Mais voilà.
On préférera clairement s'enflammer devant un Panama-Guadeloupe que devant PSG Atlético de Madrid, qui se jouera, je le rappelle, parce que ça, ils ne vous l'ont pas encore dit, hein, les médias, c'est une grosse promotion hein, de la Coupe du Monde des clubs. On nous explique maintenant, elle va être déterminante pour le Ballon d'Or, c'est exceptionnel. Bon, bref. Magnifique. Ils ont juste oublié de préciser une chose, par exemple, c'est que le PSG Atlético de Madrid se jouera à midi heure locale à Los Angeles au mois de juin. Voilà, je vous laisse. Voilà. Techniquement, si c'est juste pour la Coupe du Monde des clubs, ça ne concerne pas la MLS. C'est ce que je pense aussi. Yamal ne la jouera même pas. Non, mais voilà. Bref, laisse tomber. Ils essayent de vendre le truc comme ils peuvent. Voilà. Sinon, Neymar peut être à Auckland aussi. Je suis pas hype par la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Bref. Bah, écoute, bon. Ça veut dire quelle heure en Europe? Bah, le PSG Atlético de Madrid, je crois qu'il est à 21h heure française. Et du coup, ça fait midi heure de LA. Il me semble avoir vu un truc comme ça. Midi ou 14h. J'ai plus l'heure. Je crois que c'est 9h avec LA. Donc voilà. Yoé Alberto ne la jouera pas non plus, ni Rafael Santos Borré. Bayern Boca à 22h au Brésil. Ouais, bah voilà, bah, écoute, en tout cas, hein. Première compétition internationale pour Boca depuis 2 ans, va falloir en profiter, Vince. Est-ce que le Bayern est plus fort que l'Alianza Lima? La question, je vous laisserai y répondre. Voilà, on va rester là pour l'émission de ce soir. Pas sûr. Ça va être quelque chose en plein cagnard californien, ça va être exceptionnel. En plein cagnard californien, après une saison, je pense à Achraf Hakimi qui a fait son 60e match, 59e match je crois, avec la finale de Ligue des Champions. Voilà, bref, c'est dans 10 jours. Hein. Mais bon, kiffez. Il y a la Gold Cup, suivez la Gold Cup, c'est mieux la Gold Cup. Cholismo va être exceptionnel. Je sais, mais voilà, on verra bien. Pour la Gold Cup, les favoris vont envoyer leur top team ou une équipe de jeunes. Ah, tu sais que ça, c'est un vrai débat, l'Omerca. C'est quelque chose qui fait vraiment. On aura le temps d'en reparler. Je pense que la prochaine émission, le prochain Lucarne Américaine, je ferai un focus Gold Cup. Ça grogne beaucoup aux États-Unis sur l'approche suivie généralement par les États-Unis ces dernières années sur la Gold Cup, qui consiste à envoyer des jeunes. Ça énerve beaucoup. Ça parle, ça fait beaucoup parler. On n'a pas encore les équipes, forcément, puisque c'est dans 10 jours. Je ne sais pas s'il y a eu des annonces ou pas. Je ne sais pas s'il y a eu des. Il n'y a pas, hein, il y a rien encore. Donc je ne peux pas te dire encore. Je ne me suis pas encore complètement plongé dedans pour tout te dire, mais certaines équipes n'enverront pas les jeunes. Et je peux t'en citer une qui s'appelle Panama. Ils y vont pour la gagner. Donc eux, ils vont envoyer l'Armada. Je pense que le Mexique va envoyer une équipe solide, parce que de toute façon, à part les mecs qui sont à la Coupe du Monde des clubs, je suis en train d'essayer de réfléchir par rapport aux joueurs de MLS, enfin de joueurs américains de la sélection US qui ne seront pas, qui seront pardon à la Coupe du Monde des clubs. Donc c'est les gars de Seattle, les gars de Los Angeles et les gars de Miami. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans les dernières convocations? Je crois qu'il n'y en a pas des masses. Je suis en train de réfléchir. Il y a Kremaski pour l'Inter Miami. Et Jordan Morris est blessé. Était blessé, revient de blessure. Jesus Ferreira, ouais, je suis pas sûr qu'il jouera. Il peut jouer la Gold Cup, remarque. Non, il n'y a pas tant que ça de mecs qui sont concernés, donc ça devrait pas trop impacter la sélection US. C'est une date FIFA, la Gold Cup, oui. Complètement. La Gold Cup, c'est l'Euro, hein. Bref. Donc oui, c'est une date FIFA. Très clairement. Donc, ce qui est marrant, puisque tu vois que la FIFA, pendant ce temps-là, place une compétition de clubs. Ça en dit long hein, sur le. On en a déjà beaucoup parlé, hein, mais ça en dit long sur la fragilité du football des nations face à la puissance du football de clubs ces derniers temps. Donc voilà. D'ailleurs, il y a 3 clubs US à la Coupe du Monde, 2 Mexicains, alors que depuis 2020-2002, il y a 20 titres de CONCACAF pour le Mexique, 1 pour les US. Et oui. Et oui. En même temps, l'América s'est fait taper par le LFC, Nira. Donc, si tu veux que je te dise, moi. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Mais oui, on est d'accord. Mais de toute façon, ils ont dérogé à leurs règles qui étaient pas plus de 2 représentants d'un pays, sauf s'ils ont gagné la compétition continentale. À partir du moment où ils ont fait le barrage entre le LAFC et l'América, ils ont flingué leurs règles, qui étaient la règle de base.
La logique aurait voulu qu'ils aillent chercher une année plus tôt et qu'ils aillent chercher Tigres. Mais bon, faut pas le dire ça. Ouais, j'ai vu l'histoire, Vince. Ouais, j'ai vu que Philippe et Luis avaient grogné parce que Plata était blessé et qu'il veut pas qu'il joue. Mais bon, bref, écoutez, les clubs face aux sélections. La logique, c'était d'envoyer Tigres, mais APG boycott. Ouais, bah oui. Voilà. Après, APG joue plus beaucoup hein, à Tigres. Il a été blessé aussi, mais bon, la logique, quoi qu'il arrive, aurait été d'envoyer Tigres, d'envoyer un champion. Et comme ça, tu te. Voilà. Mais s'il y a 3 clubs US, c'est parce qu'il y a aussi le pays hôte qui est représenté. Et le pays hôte, normalement, aurait dû être représenté par le champion MLS. Bon, pour le coup, quand on voit l'état du Galaxy en ce moment, on se dit, bon, ouf. Mais bon. Par exemple, si Buchanan est convoqué pour le Canada, est-ce que l'Inter a le droit de le retenir? Normalement, non, c'est une date FIFA. Après, on sait comment ça marche, hein, les dates FIFA aujourd'hui. Hein. Le joueur est blessé. Tu vois ce que je veux dire? Kylian Mbappé, Nations League. C'était Nations League qu'il n'avait pas joué avec la France. C'est des fenêtres internationales où normalement les joueurs doivent être libérés. Hein. Dans l'absolu, voilà. À la limite, ils auraient pu attendre le vainqueur de l'édition 2025. Non. Pour la Conca Champions, oui. Bah oui, puisqu'on l'a. Oui, oui, ça aurait pu être le dernier ticket. Mais dans l'absolu, c'est les pour voilà, pour qu'est-ce que je voulais dire? Pour le règlement pour la Gold Cup, la Gold Cup, c'est l'Euro, hein. C'est l'Euro, c'est la CAN, c'est la Coupe d'Asie, c'est la Copa América, hein. C'est la même chose. C'est une date FIFA. Donc tu peux pas, c'est pas un tournoi de jeunes. Tu peux pas refuser un joueur. Un joueur peut pas refuser ou tu peux pas refuser de libérer un joueur. On sait maintenant comment ils font, mais voilà, qui diffuse la Gold Cup en France? Personne. On va prier, on va espérer que la CONCACAF nous la passe gratuitement. Je sais pas encore. Je me suis pas encore posé là-dessus. Tu sais quoi? Lundi prochain Lucarne américaine, on fait un Focus Gold Cup et je donne toutes les infos, les diffuseurs et les trucs comme ça. La première mi-temps, horrible. Ensuite, Giro. Ah oui, t'as regardé le match, toi? Ah oui, bah oui, c'est vrai, c'est ta compétition majeure de club cette année. Donc, ils font comment pour esquiver? Ils sont blessés, Raph. Ils sont blessés, puis ils jouent 3 jours après un match de championnat. Et là, tu peux être blessé en fin de saison, ça coûte rien. Tu peux être blessé pour esquiver une sélection. Mais bon, c'est la Gold Cup quand même. Hein, pour certains pays, ça compte. Pour les États-Unis, ça va compter puisque c'est la dernière grosse compétition avant, avant la Coupe du Monde. Tu vas me dire pour le Mexique aussi, mais là, les États-Unis jouent gros, ils sont chez eux. Donc, ils ont fait une Copa América plutôt pas trop mal. Le Mexique n'a pas fait une bonne Copa América. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. On en reparlera lundi prochain de tout cela tranquillement. On fera un spécial Gold Cup, comme ça on pourra se poser tranquillement là-dessus. Le Canada a des ambitions, oui, je pense que le Canada a beaucoup d'ambitions. Après, c'est pareil, je te le dis avant, on n'a pas encore les groupes, tu vois, enfin, pas les groupes, on n'a pas encore les, comment dirais-je, les effectifs, on ne sait pas qui va venir, on ne sait pas, tu vois. C'est compliqué hein, tout ça par rapport à plein de choses. Je peux vous rappeler les groupes hein, de la Gold Cup. J'ai pas de visuel, mais je peux vous rappeler les groupes. Le Mexique est dans le groupe du Costa Rica. Ils vont retrouver le Piojo Herrera, du Suriname et de la République dominicaine. Quand même, ça devrait aller pour le Mexique, la première phase. Le Canada est avec le Honduras, le Salvador et Curaçao. Panama est avec la Jamaïque, le Guatemala et la Guadeloupe. Les États-Unis sont avec Haïti, Trinidad et Tobago et l'Arabie Saoudite, qui est le pays invité cette année. Après la pige qatari, on est allé voir chez le voisin, comme fait Gianni généralement pour ses compétitions. Euh, Est-ce que Greenwood ne devrait pas choisir la Jamaïque? Ah bah ça, c'est son choix à lui. Et j'ai envie de te dire, quand tu vois le bordel que c'est en Jamaïque avec le clan Bailey qui fout la merde à tous les étages, t'as peut-être pas envie d'y aller. Mais bon, voilà. Bref, on parlera de tout ça la semaine prochaine. Allez, vous savez quoi? Bah, vous avez déjà le sujet de la semaine prochaine. On fera un gros focus Gold Cup. Comme ça, on pourra bien planter le décor, bien se lancer dans la compétition. Et voilà, être bien comme il faut. J'essaierai de trouver toutes les infos sur les diffusions et tout. Et je vous donnerai tout ça. On se donne rendez-vous nuit de jeudi à vendredi pour les éliminatoires Sudam. Et puis, c'est déjà ça le prochain rendez-vous. Et puis voilà. Je vois un message sur le fil. Désolé d'être hors sujet, mais as-tu des infos sur Massantono qui pourrait aller au PSG et le retour d'un Real dans la course? Alors, pour te répondre rapidement, les seules infos que j'ai vues passer sont à peu près les seules qui ont été relayées aussi en France, c'est qu'il aurait donné sa priorité au PSG. Il y a un mois, sa priorité c'était le Real. Hein. Donc, voilà. Voilà. Les dernières infos laissent penser que c'est pas fait, mais très très bien engagé avec le PSG. Mais bon,
Tu vois ce que je veux dire. Il y a un mois, il y a un mois, soit dit, bah, c'est la presse hein, aussi, hein, tu sais, il suffit de faire parler un ou deux mecs, de dire, voilà, le Mastantuono n'a rien dit, voilà, lui n'a pas déclaré quoi que ce soit, donc voilà. Donc bon, après, tu as le choix entre le PSG et le Real. J'ai envie de te dire, quand tu vois ce qui arrive à Hendrick, peut-être que tu fais un autre choix. Surtout maintenant que le PSG a changé de dimension, pour de vrai. Donc je sais pas. Écoute, on verra bien. Est-ce qu'il est prêt? Pour moi, non. Mais enfin, est-ce qu'il est prêt? Je sais pas ce que ça veut dire. Non, je dis non parce que j'ai pas envie qu'il parte maintenant de River, en fait, hein, pour te dire les choses très clairement. Euh, voilà, j'ai envie qu'il fasse 1 à 2 ans de plus à River, mais je vis dans un monde qui n'existe plus, Raph. Donc voilà, mais est-ce qu'il est prêt? Il y a tellement de paramètres. Comment est-ce qu'il va digérer? Parce que quand il va partir, ça sera un gros transfert. C'est un gamin de 18. Bon, quand il va partir, il aura 18 ans, parce qu'il va les avoir. Comment il va digérer un transfert aussi important comment il va changer, comment il va digérer un changement de. Alors, si c'est en Espagne, il y aura la langue, il n'y aura pas la barrière de la langue. Si c'est en France, bon, tu vas me dire, l'entraîneur est espagnol, ça parle beaucoup espagnol dans le vestiaire. Il y a beaucoup de paramètres. Voilà. Donc, il y a des paramètres qui ne nous appartiennent pas. On ne sait pas comment il va être entouré, on ne sait pas comment il va voyager. Voilà. Aux dernières news, ça serait PSG, mais il resterait jusqu'en décembre. Voilà. Bah écoute, en fait, il restera jusqu'à ce que River se fasse sortir de la Libertadores. Donc en quart. Et donc en décembre. Comme Echeverry, en fait. Pour répondre à ta question, Raph, je crois que Echeverry est entré contre Crystal Palace. Et voilà, il sera prêté l'année prochaine dans un club de merde. Voilà. Écoute, c'est des choix de carrière. Hein. City Group. Voilà. Écoute. Très honnêtement, si tu veux juste ma pensée, mais basée sur des faits, c'est-à-dire basée, tu vois, source t'inquiète, je pense que c'est pas une mauvaise idée de se dire d'aller au PSG. Voilà. Dans mon monde idéal, il reste à River, au moins encore 1 an et demi. Dans un monde où il doit partir, ça peut être pas mal de jouer au PSG parce que tu vois que c'est un club qui fait jouer les jeunes. Donc voilà, Echeverry a raté un face-à-face contre Palace. Voilà, ok, super. Après, niveau salaire, ouais, mais niveau salaire, ouais, ouais. Mais justement, ça, c'est des paramètres qu'on n'a pas. Il y a des paramètres qu'on n'a pas, c'est l'entourage, la maturité du garçon. Donc, ça veut dire la capacité à pas se laisser éblouir aussi. Et ça compte une fois qu'il arrive sur place. Tu vois, par exemple, pour dire les choses très franchement, je suis très inquiet pour Kendry Páez. Voilà. Peut-être qu'il me. Peut-être que, hein. Mais j'ai très très peur. J'ai très très peur pour Kendry Páez. Quand je vois comment c'est en train de tourner, j'ai très peur. Mais bon. Merci au Stade Rennais pour Désiré Doué. Et oui. Et merci au PSG d'avoir gagné la Ligue des Champions, parce qu'apparemment ça a déclenché un nouveau bonus en quelques millions d'euros pour le Stade Rennais. Il est où lui maintenant? Kendry Páez, il va arriver à Strasbourg. Il est à Chelsea et il va arriver à Strasbourg. Il était à Strasbourg pour le dernier match de championnat, je crois. Donc il va être prêté par Chelsea à Strasbourg l'année prochaine, mais je ne sais pas dans quel état il est le garçon. Hein. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué. Incapié pourrait aller à l'Atleti. Mais tu vois, Incapié, par exemple, a fait le choix dans le bon sens. On peut parler. Tout le monde a découvert Pacho hein, avec le PSG cette année. Et Pacho a fait aussi le move dans le bon sens, tu vois. Donc voilà. Il y a des bonus dans toute l'Europe pour le PSG. Le PSG, la moitié des gains de la Ligue des Champions, c'est pour les clubs, pour les autres clubs. Tiens, mais bon, en même temps, hein, qui tente à rien à rien. Je sais pas à quel niveau il était le bonus, mais voilà. Avec Esteban, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Bref, voilà. On verra tout cela. Mais il y a des choses qu'on ne connaît pas et on ne sait pas. Voilà. Après, ouais, je sais pas. Pour Mastantuono, je sais pas. J'aimerais bien, voilà. Personnellement, si c'était moi, si j'étais son entourage, je lui dirais, d'accord, on part pas avant 2027. Mais bon. Bref, on va en rester là pour cette soirée. On reparlera de tout ça lors d'un live, par exemple, hein, parce qu'on va en croiser quelques-uns. Santono a été appelé hein, par Scaloni, donc peut-être qu'on le verra avec l'Argentine face au Chili. Donc voilà, on pourra parler de tout cela dans la nuit de jeudi à vendredi pour le prochain rendez-vous. Prochain Lucarne américaine, vous avez déjà le menu, Gold Cup. Lundi prochain, à 22h,
lundi prochain ou mardi prochain, on sait jamais, hein, vous avez vu, ça peut changer. Mais en tout cas, la semaine prochaine, soit lundi, soit mardi, à 22 h. Allez, bonne semaine de foot à vous et à jeudi soir pour les éliminatoires Sudam. Salut tout le monde.